Bonjour à tous, nous poursuivons avec la loi normale. Nous avons vu donc la description dans la vidéo précédente d'une variable aléatoire continue d'une manière générale, et puis nous avons vu la définition générale de la loi normale, et plus particulièrement l'existence et l'utilisation de la table pour la loi normale centrée réduite, N01. Nous avons deux objectifs dans cette vidéo. C'est d'une part de faire le lien entre la loi N01 et une autre loi N mu sigma. Voilà, comment est-ce qu'on peut calculer une probabilité dans une loi n mu sigma en se servant de la loi N01, associé aussi au fait d'utiliser directement la calculatrice, bien entendu. Et puis, le deuxième objectif va être de mettre en lien les lois hypergéométriques binomiales et Poisson et la loi normale. Donc les lois discrètes d'une part, que l'on connaît, basées sur un schéma de Bernoulli, et la loi normale d'autre part, qui est une loi continue, une loi à densité. Alors, commençons donc par cette fameuse, loi normale, avec des paramètres quelconques, et regardons un petit peu comment est-ce qu'on peut faire une transition avec la loi normale centrée réduite ou encore loi normale standard qui sert de référence pour les lois grand N normales. Avec donc un procédé de calcul qui va s'appeler le changement de variable. Donc on va se mettre en situation. Comme vous l'aurez compris, toutes les vidéos de ma chaîne concernent les applications pratiques et concrètes des mathématiques et surtout la façon très pragmatique d'utiliser tout outil mathématique que je présente. Alors, ici, nous avons par exemple une loi N2510, donc une distribution normale en densité de probabilité, c'est-à-dire symétrique, avec un pic et un axe de symétrie centré ici sur l'abscisse 25, avec un écart type de 10, donc qui définit l'évasement de la courbe. Bref, peu importe, ici on veut calculer la probabilité que x soit inférieur à 30, et admettons que l'on n'ait pas de calculatrice sous la main. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on voudrait faire ça sans calculatrice. En tout cas, ici, on voudrait p de x inférieur à 30, c'est-à-dire que je me base sur une limite qui est à 30 et je cherche graphiquement la mesure de l'aire de la surface qui vient de s'afficher ici. Alors, je n'ai pas d'outil, je n'ai pas d'autre outil que mon formulaire de loi normale centrée réduite, donc il faut que j'arrive à traduire cette question dans la loi normale N01, où fatalement les abscisses ne seront plus les mêmes. Donc on va faire un parallèle, bien évidemment, avec une courbe identique, mais en loi normale N01, où je retrouve 0 au centre et 1 en tant qu'écart type, plutôt que 10. Alors ici, vous voyez, hein, j'ai respecté, on va dire, des échelles au niveau de la taille des carreaux, sauf que dans la loi N2510, un carreau représente 10 en largeur, alors qu'ici, dans la loi N01, un carreau représentera 1 en largeur. Donc, la question cruciale ici, c'est comment traduire p de x inférieur à 30 en une probabilité sur la variable u de loi N01. Alors, évidemment, graphiquement, ça va être plutôt simple, c'est-à-dire que je cherche exactement la même surface délimitée au même endroit de la courbe, et je me demande quelle est la valeur de u qui sert de valeur d'arrêt. Alors, vous l'aurez peut-être deviné en regardant le schéma, ça va être 0,5, mais la question est pourquoi? Alors, on peut faire un parallèle entre la variable x et la variable u qui est relativement évident. Si techniquement et visuellement, on met vraiment nos axes parallèles les uns par rapport aux autres. Donc nous avons au niveau de la variable u un centre à 0 avec une échelle d'une unité puisque c'est notre écart type. Nous pouvons donc dire d'une manière générale que nous avons une moyenne au centre et puis qu'à un carreau plus loin, on sera à moyenne plus un écart type, deux carreaux plus loin, moyenne plus deux écarts types, et puis vers la gauche, il va se produire les mêmes choses, mais en soustrayant des écarts types. Comment est-ce que ça se traduit si maintenant on considère que la moyenne vaut 25 et que l'écart type vaut 10? Que donnent ces valeurs-là? Eh bien, elles vont donner une grille qu'on aurait pu élaborer dès le premier schéma, qui va contenir ces valeurs-là. Au centre, je trouve 25, c'est la moyenne de ma loi de départ,
Et puis, carreau après carreau, j'ajoute ou je retranche un écart type, sachant qu'un écart type vaut 10. Donc je vois au moins sur les lignes verticales les correspondances entre différentes valeurs de U et les valeurs de X qu'on peut mettre en parallèle. 0, 25, 1, 35, 2, 45, moins 1, 15, moins 2, 5, et ainsi de suite. À partir du moment où on a constaté ça, on ne va avoir aucun mal à traduire la valeur 30 sur l'axe des X en une valeur sur l'axe de U. Comment faire? Eh bien, il suffit de se rendre compte que si, comparé à la moyenne, je me suis déplacé de 5 unités en X, 5 unités par rapport à l'écart type, ça représente un demi-écart type. Donc ça veut dire qu'au-dessus, sur l'axe de U, je dois partir de la moyenne, 0, et rajouter un demi-écart type. Sauf qu'il vaut 1. Donc évidemment, je vais me retrouver à 0,5. Donc la correspondance est faite, mais ce qui serait pas mal, en fait, c'est d'avoir une formule qui soit capable d'associer n'importe quelle valeur de x à la valeur de u correspondante, où qu'on se trouve. Voilà ce qui nous sauverait dans n'importe quel exercice. Donc cette formule, elle va apparaître de manière à peu près évidente, c'est-à-dire que si je calcule la différence entre ma valeur de x et sa moyenne, qui vaut 5 ici, et que je divise par l'écart type qui valait 10, 5 sur 10, ça va me donner 0,5. Donc je retranche 25 pour centrer, et je divise par 10 pour réduire, d'où le passage à une loi normale centrée réduite. La formule est donc celle-ci. La variable u, au sens général, hein, toute valeur de u, est égale à la variable x moins la moyenne mu divisée par l'écart type sigma. Et donc, comment calculer la valeur de u si j'ai fixé ma valeur de x à 30? Eh bien, j'enlève 25 et je divise par 10. Donc, évidemment, je m'aperçois maintenant que la probabilité que dans le schéma de gauche, x soit inférieur à 30 est égale à la probabilité dans le schéma de droite que u soit inférieur à 30 moins 25 sur 10, c'est-à-dire 0,5. Ensuite, vous n'avez plus qu'à lire cette valeur sur la table de la loi normale centrée réduite. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai utilisé un code couleur qui permet de savoir si on est en loi n01 ou en loi n mu sigma, en bleu pour n mu sigma, en vert pour n01. Alors, on va enchaîner sur des questions diverses avec l'exercice 15 de mon document qui nous fait partir sur la loi N5010 cette fois-ci et qui donc doit nous inciter à dire on va pouvoir pratiquer un changement de variable. Alors la formule générale étant celle-ci, dans la loi N5010, je pourrais calculer une valeur de U en prenant la valeur de X correspondante, en retranchant 50 et en divisant par 10. Bien. Alors, on nous demande dans un premier temps, le schéma étant ici à titre d'illustration, dans un exercice, vous ne posez que les calculs, on nous demande P de x inférieur à 60. Comment est-ce que ça va se traduire en valeur de u? Eh bien sûr, 60 moins 50 sur 10. Ce qui donne 1. P de u inférieur à 1, c'est quelque chose qui est directement lisible dans le formulaire de la loi normale et qui vaut 0,8413. Voilà, alors il était assez évident, et même on aurait pu se passer du calcul ici, qu'on était sur P de U inférieur à 1, puisque x inférieur à 60, ça veut dire x inférieur à la moyenne plus un écart type. Donc en loi centrée réduite, U inférieur à 1. Bon, on peut enchaîner, hein, P de x inférieur à 43. Là, effectivement, c'est un petit peu moins évident en calcul mental, on va dire. Donc vous reportez la valeur 43 dans la formule qui se trouve en haut à droite. Ça vous donne U égale 43 moins 50 sur 10, autrement dit, moins 0,7. Vous tombez cette fois-ci sur quelque chose qui n'est pas directement lisible dans la table de la loi N01, puisque cette dernière fait référence à des probabilités d'être inférieures, ça va, à des valeurs positives, et ça ne va pas. Donc vous allez appliquer, conformément à la fin de ma vidéo précédente, une règle de transformation pour modifier cette écriture et obtenir quelque chose de lisible dans la table. Ce qui est lisible dans la table, ça serait P de U inférieur à 0,7. Donc vous devez transformer moins 0,7 en 0,7, mais souvenez-vous, vous devez faire deux transformations pour avoir la même probabilité, donc vous devez changer P en 1 moins P. Il n'est pas question de changer inférieur en supérieur.
Donc ça, c'est égal à 1 moins P de U inférieur à 0,7. Et en lisant P de U inférieur à 0,7 sur le formulaire, vous en déduisez que le calcul vous conduit à 0,242. Dernière question sur un encadrement, cette fois-ci. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 45 et 55? Vous calculez les deux valeurs de U correspondantes, avec l'application, cette fois-ci, 2 fois de suite de cette formule. Et donc vous aurez, dans un premier temps, moins 0,5 et en deuxième position, plus 0,5. P de U compris entre moins 0,5 et 0,5. Vous avez affaire à un encadrement, donc dans ma première vidéo, je le mentionne aussi évidemment, vous avez une formule dédiée aux encadrements pour faire une décomposition en deux probabilités simples, systématiquement deux probabilités d'être inférieures. La première sera directement lisible dans le formulaire, la deuxième non, donc doit être transformée. Elle sera transformée en 1 moins P de U inférieur à 0,5. Et donc, P de U inférieur à 0,5 moins 1 moins P de U inférieur à 0,5 va devenir 2 P de U inférieur à 0,5 moins 1. Cette probabilité individuelle est lisible dans le formulaire et ce calcul vous conduira à 0,383. Donc voilà comment on peut passer d'une loi normale donnée à la loi normale N01 pour faire une lecture sur le formulaire et donc se passer de l'outil loi normale de la calculatrice. Alors évidemment, ça n'est pas très fréquent que l'on ait vraiment besoin de se passer de l'outil loi normale sur la calculatrice. Puisqu'après tout, si vous demandez la probabilité sur votre calculatrice que x dans cette loi soit comprise entre 45 et 55, elle vous donne tout de suite le résultat. Mais il y a des cas de figure, qui sont d'ailleurs des cas plus intéressants, dans lesquels un des deux paramètres va manquer, par exemple dans la loi normale. Voilà, on ne connaît pas tout. D'accord? Et donc, on doit se référer à cette correspondance avec la loi N01 dans laquelle on connaît tout, pour ensuite aller en déduire la valeur du paramètre manquant, sachant que, en premier lieu, on connaissait la probabilité. Alors, ça peut paraître très abstrait comme ça, mais nous allons voir dans la suite du chapitre des cas de figure où ça va se produire et où on aura vraiment à repenser à ce schéma de calcul. Il ne faudra vraiment pas l'oublier, ce schéma. Alors, bien entendu, voyons quand même évidemment l'utilisation de la calculatrice, puisqu'il y a de nombreux cas de figure dans lesquels on connaît la loi normale dans laquelle on travaille, on a besoin d'une probabilité, on peut passer directement par la calculette. On est avec les cas numériques de l'exercice 15 dans la loi N5010. Et on cherchait, dans un premier temps, la probabilité d'être inférieure à 60. Sur une TI, pour aller chercher une loi de probabilité, quelle qu'elle soit, vous allez appuyer sur la touche seconde et la touche var. Seconde var, ça vous mène vers les dist, d'accord, donc les distributions de probabilité. Et dans la liste qui s'affiche, vous choisissez normal frep. Alors, nous verrons le cas de normal FDP, d'accord, un peu plus tard dans la vidéo. Mais d'une manière générale, si vous avez une probabilité à demander en loi normale, prenez normal frep. Qu'est-ce que c'est normal frep pour une calculatrice, donc pour une TI? C'est la probabilité que votre variable soit comprise dans un intervalle. Donc attention, ça change par rapport à ce que la calculette vous propose pour une loi binomiale ou une loi de Poisson, par exemple, ou quand vous choisissez frep sur une TI, vous tombez sur la probabilité d'être inférieur ou égal. Ici, en loi normale, c'est différent. Pour une calculette, frep vous fait tomber sur le calcul d'une probabilité d'être dans un intervalle. Alors, vous remarquerez que justement, en bleu foncé, j'ai écrit l'intervalle qui nous intéresse. En fait, x inférieur à 60, ça veut dire x est compris entre moins l'infini et 60. Évidemment, vous ne pouvez pas écrire moins l'infini dans votre calculatrice, donc vous allez choisir un nombre négatif très grand. Très grand au regard de quoi? C'est relatif. Eh bien, au regard des paramètres de votre loi. Si vous avez une moyenne de 50 avec un écart type de 10, en enlevant 4 ou 5 écarts types, vous êtes déjà très très loin de la moyenne, et vous tombez à peu près à 0. Donc si vous choisissez moins 1000, vous pouvez être à peu près sûr d'être allé très très loin.
Alors évidemment, dans l'absolu, on devrait choisir moins 1 000 000, moins 1 milliard ou moins 10 puissance 50, comme ça on est tranquille. Mais voilà, vu les caractéristiques de la loi, moins 1000 suffira largement. Bref, cet intervalle simule très bien moins l'infini 60, et puis vous devez aussi, dans la parenthèse, renseigner bien sûr les paramètres de votre loi. Sur certains modèles de TI, l'écriture avec ouverture d'une parenthèse n'est pas la règle. Quand vous choisissez Normal et FREP, la TI vous affiche une page dans laquelle elle vous demande les différents renseignements. Lower, Upper, Moyenne, Écart type, mu, sigma. Donc Lower et Upper correspondent à la borne inférieure et la borne supérieure, et donc vous donnez bien sûr moins 1000 et 60, dans cet ordre. Sinon, vous faites un calcul à l'envers, et le résultat pour la TI sera une probabilité négative, ce qu'elle va vous calculer sans sourciller. Donc à vous de bien savoir quelle est la borne inférieure et la borne supérieure de votre intervalle. Alors j'ai expliqué tout ça, c'est équivalent pour une Casio, mais ça va s'appeler différemment. Sur une Casio, vous vous souviendrez que vous appuyez sur la touche seconde et que vous choisissez l'option Stat à l'écran, et ensuite l'option Dist. Voilà comment on atteint les lois de probabilité sur une Casio. Seconde, Stat, Dist. Vous choisissez loi normale, norme, et ensuite vous choisissez NCD. Donc c'est l'équivalent de normal et FREP pour les Casio, pour les TI, pardon, ici en Casio. Donc ce CD vous assure en loi normale de calculer la probabilité d'être dans un intervalle. Et donc vous redites les mêmes choses. Attention au Casio, en loi normale, la Casio vous demandera d'abord l'écart type et ensuite la moyenne. Donc en écriture avec parenthèse en ligne, il faudra y penser par vous-même. Pour les modèles de Casio où une page s'affiche, elle vous demandera bien sigma égale, il faudra donner l'écart type, et mu égale, il faudra donner la moyenne. Donc d'abord 10 et ensuite 50. Comment calculer la probabilité d'être supérieur à 43? Eh bien cette fois-ci, votre intervalle, c'est 43 plus l'infini. Donc vous prenez 43 comme borne inférieure et un très grand nombre positif comme borne supérieure. Comment maintenant calculer la probabilité d'être dans un intervalle? Eh bien, c'est le cas finalement le plus simple pour l'outil normal de la calculette. L'intervalle est évidemment 45-55. Voilà. Donc, je récapitule. La loi normale est une loi à densité. Sa variable aléatoire est continue. Donc, P de x égale une valeur n'a pas de sens. Tout ce que la loi normale peut calculer, c'est la probabilité de se trouver dans un intervalle. Et donc, l'outil normal FREP en TI et norme CD en Casio, et je dirais aussi normal CDF pour certaines TI, on va dire des modèles évolués, sont là pour ça, sont là pour nous faire calculer des probabilités d'être dans un intervalle, donc tout à fait conforme à une variable à densité. Bien, voyons maintenant le cas où on peut se servir d'une loi normale en remplacement d'une loi discrète, avec donc deux variables de nature différente, ce qui peut vous poser problème et peut vous conduire à tomber dans des pièges. On va dans un premier temps revoir le schéma général des lois et du passage de lois à d'autres lois. Nous avons d'abord, dans le premier cycle de nos vidéos sur les lois de probabilité, vu des schémas de Bernoulli avec situation succès-échec, soit sans remise, ce qui conduisait à une loi hypergéométrique, soit avec remise, ce qui conduisait à une loi binomiale. Donc, des tirages aléatoires, avec ou sans remise, dans lesquels, à chaque fois qu'on effectue un choix au hasard, on a un succès ou un échec au bout. Lorsque grand N est supérieur à 20 petit n, on peut se permettre d'utiliser une loi binomiale à la place d'une loi hypergéométrique, avec, je ne le mentionne pas sur ma diapo, mais je le rappelle, une probabilité de succès qui va être ici petit a sur grand N. Le nombre d'individus succès dans la population divisé par le nombre total d'individus de la population. Très bien, nous avons vu ensuite qu'on pouvait créer une loi de Poisson qui est avant tout ici pour se substituer à une loi binomiale.
mais qui ne le fait pas dans tous les cas, pas d'une manière correcte et précise. Seulement dans des cas où le nombre d'essais est suffisamment grand, la probabilité de succès est suffisamment faible, donc la loi de Poisson est bien adaptée aux événements rares. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est bien utilisée par des logiciels pour des compagnies d'assurance, par exemple. Des sinistres sont des événements rares pour des clients. Et puis, avec un troisième critère qui est que NP doit être inférieur à 10. À ce moment-là, on peut construire une loi de Poisson de paramètres lambda avec une valeur lambda qui est calée sur l'espérance de la loi de Bernoulli dont elle vient, c'est-à-dire n fois p. La loi normale peut à son tour se substituer à une loi de Poisson ou directement à une loi binomiale. Et donc, elle peut nous servir d'approximation. Et là, je fais référence à ce que j'ai expliqué au démarrage de la vidéo de cours précédente, où on avait une sous-partie intitulée Convergence des lois discrètes. Vous vous souvenez peut-être des 9 graphiques que j'ai affichés sur la même diapo, avec un glissement progressif vers la droite où on constatait que hypergéométrique, binomial ou Poisson, lorsque petit n est suffisamment grand, les distributions de diagrammes en barre commencent à ressembler à des distributions en cloche typiques de la loi normale en fait. Donc évidemment, je ne le prouve pas ici, mais je vous dis, voilà, c'est effectivement dans ce genre de configuration qu'on va pouvoir utiliser une loi normale. Alors, il faut donc que n, petit n, soit suffisamment grand. Ça veut dire que si on veut passer d'une loi de Poisson à une loi normale, ce critère doit être retrouvé. Ça s'exprime, puisqu'il faut fixer une barre quelque part, à partir d'une loi de Poisson par un paramètre au moins égal à 20. Donc on a une contrainte de P faible ici pour une loi de Poisson, n lambda doit être au moins égal à 20. Alors attention, vous ne pourrez pas passer de binomial à Poisson puis à normal. Les critères ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que NP doit être ici inférieur à 10, NP c'est lambda, et ici on vous demande que lambda soit supérieur à 20. Donc ça n'est pas compatible. Par contre, des lois qui sont décrites dès le départ par une loi de Poisson, des variables aléatoires, peuvent exister indépendamment d'une loi binomiale. Donc ce schéma, il demande à être complété si on veut vraiment envisager tous les cas de figure possibles. Nous n'avons en haut que des schémas de Bernoulli, voilà, avec ou sans remise. Donc ce sont des cas relativement restrictifs, mais il y a pas mal d'autres applications qui peuvent conduire à des lois de Poisson, et puis une loi de Poisson peut être considérée juste par elle-même parce qu'elle est simple à envisager. Donc on peut tout à fait passer de Poisson vers normal, mais je vous avoue que ce n'est pas un cas extrêmement fréquent. Alors ça arrive, oui, lorsque n est vraiment très grand, même si p est faible, n fois p va avoir tendance à dépasser 20 facilement. Ça arrive. Mais le cas qui est quand même plus fréquent que les autres, c'est le passage direct de binomial à normal. Donc non seulement ce cas va exister, mais il va être extrêmement fréquent. Alors, je précise, puisque j'étais en train de l'oublier, que si vous avez un paramètre lambda, dans loi de Poisson, lambda signifie l'espérance et aussi la variance. Et donc, bien entendu, puisque la loi normale qu'on est en train de construire nécessite une moyenne et un écart type, eh bien la moyenne à prendre sera lambda et l'écart type sera racine carrée de lambda. Voyons maintenant donc le passage direct de binomial à normal. Pour cela, il faut que petit n soit suffisamment grand. Donc n supérieur à 30, ça va se retrouver. Et je vous annonce une chose, c'est que si j'ai écrit supérieur ou égal ici et supérieur là, en fait ça ne change rien. Voilà, la barre est relativement arbitraire. Donc voilà, à partir de n égale 31, vous pouvez faire vos transitions d'une loi à l'autre. Alors que faut-il encore pour passer de binomial à normal? Ce n'est pas le seul critère impératif. Il faut que n fois p dépasse 5. Mais il faut aussi que n fois q dépasse 5. Donc en gros, on veut n suffisamment grand, et puis si n est plutôt proche de 30, il ne faut pas que p ou q soit très faible, sinon n fois p risque de ne pas dépasser 5. Donc le passage de Bernoulli vers normal, il est d'autant plus efficace que p et q sont plutôt moyennes,
C'est-à-dire que la probabilité de succès et celle d'échec sont plutôt proches de 50. Voilà. Les cas extrêmes comme succès très rare, échec très fréquent, s'adaptent moins facilement à un passage en loi normale, alors qu'elles vont être bien adaptées à un passage en loi de Poisson. Cela dit, même si petit p par exemple est très faible, mettons 1%, mais que n égale 500, eh bien vous avez déjà n fois p qui est égal à 5. Donc avec n suffisamment grand, de toute façon vous arriverez à respecter les deux critères. Alors, si ces critères sont respectés, vous avez le droit d'utiliser une loi normale à la place de la loi binomiale. C'est-à-dire que votre diagramme en barre de loi binomiale va pouvoir être remplacé assez efficacement par une courbe de loi normale. Alors, comment construire les paramètres mu et sigma en reprenant la moyenne et l'écart type de la loi binomiale? Et en loi binomiale, les formules nous disent la moyenne vaut n fois p, qu'on a retrouvé ici, et l'écart type vaut racine carrée de n fois p fois q. La variance en loi binomiale vaut n fois p fois q. Voilà, donc vous pouvez calculer les paramètres de votre nouvelle loi et ensuite l'utiliser. Alors, une loi normale ne vient pas forcément d'une loi binomiale ou d'une loi de Poisson. Elle n'est pas forcément là pour modéliser approximativement une loi discrète. Elle est avant tout là pour modéliser une loi continue avec une variable continue. Donc il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là, dans lequel la loi normale va être très efficace. Pour en dire un petit mot, mais il y aura dans quelques temps, alors j'ai beaucoup de vidéos à faire ces temps-ci, mais donc dans quelques mois, une vidéo qui expliquera un petit peu l'efficacité de la loi normale. Mais en gros, plus une variable continue est le résultat de l'accumulation de facteurs plus ou moins aléatoires et indépendants, et plus cette variable continue va être efficacement représentée par une loi normale. C'est vrai pour la taille des individus dans une population, par exemple. La taille des individus dans une population, c'est typiquement une loi, ou plutôt une variable, pardon, continue. D'accord? Ça peut prendre n'importe quelle valeur réelle dans un intervalle, mettons pour tous les individus du monde, entre 70 cm et 2,70 m. Mais il y a virtuellement une infinité de valeurs si on s'autorise une précision infinie dans la mesure de la taille de quelqu'un. Donc c'est une variable continue. Eh bien, la taille des individus d'une population dépend de multiples facteurs, individu par individu, facteurs génétiques, facteurs d'alimentation, d'éducation au sport, facteurs de sommeil, enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs biomédicaux qui font que vous allez avoir telle ou telle taille. Il n'y a pas que la génétique qui compte. Et donc là, curieusement, une distribution normale qui est parfaitement définie mathématiquement va très bien s'adapter à une distribution très concrète venant d'une population concrète. Donc évidemment, ça mérite une vidéo, tout ça. Bref, vous avez des cas concrets venant de variables continues qui sont très bien représentés par une loi normale. Et puis vous avez ça. Vous avez ce qui vient d'une loi binomiale, ou de Poisson, bien sûr, et qui va être représenté en distribution de probabilité par un diagramme en barres. Comment passer de ces barres verticales à la courbe d'une fonction dans laquelle une probabilité est lue par une surface assurée? C'est quand même pas la même chose de dire une probabilité est une mesure verticale et une probabilité est une surface assurée, ou l'aire d'une surface. Donc il y a une adaptation à faire. Et là, il faut être très prudent, et en exercice on peut se faire piéger sans le voir. C'est que si vous utilisez une loi normale pour parler d'une variable discrète, alors il faut adapter votre variable continue. Une loi normale ne connaît pas spécialement les nombres entiers. Elle, ce qu'elle a, c'est un intervalle de réel. Donc si j'écris moi ici 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ça n'est pas très important pour la loi normale. Elle ne voit pas la différence entre 14 et 14,5827. Or, la loi binomiale, elle, fait toute la différence. Une possibilité peut être 14
ou alors 13 ou 15, mais pas 14,5827. C'est impossible. En loi normale, une probabilité se lit par une R colorée. Si vous visez la valeur 16 par exemple, et que vous tracez un trait vertical, la surface couverte est nulle. La probabilité d'être égale à 16 est nulle pour une loi normale. La probabilité d'être égale à 16 n'est pas nulle pour une loi binomiale, puisque c'est une possibilité parmi un nombre fini d'autres possibilités. Donc il faut adapter le schéma de la loi normale pour qu'elle parle correctement de la loi binomiale dont elle vient. Chaque entier doit être représenté par un intervalle qui le couvre. Et pour qu'il y ait égalité de traitement entre les différents entiers, il faut que les intervalles aient tous la même largeur. Et donc partent du demi-entier inférieur et aillent jusqu'au demi-entier supérieur. Pour la loi normale, 16, ça ne veut rien dire. Mais l'intervalle 15,5-16,5, ça représentera toutes les possibilités qui sont plus proches de 16 que d'un autre entier. Donc si vous voulez demander la probabilité que x soit égal à 16, en nombre de succès venant d'une loi binomiale, mais avec la loi normale, il faut demander à votre loi normale la probabilité que x soit comprise entre 15,5 et 16,5. Et là, elle renverra une valeur qui sera plutôt fiable par rapport à la hauteur de cette barre dans ce schéma, si évidemment vous venez d'une loi discrète. Donc il faut bien faire cette traduction visuelle pour savoir quoi demander à votre calculatrice, sinon vous allez vous tromper lourdement. Voyons ça justement en exercice. Avec l'exercice 16, alors avant d'afficher la résolution, je donne l'énoncé que je n'ai pas affiché sur ma diapo. Donc en fait, on nous dit que dans une région donnée, 30% des PME exportent. Alors, nous devons faire un sondage sur un certain nombre d'entreprises choisies au hasard dans la région, et nous décidons d'en choisir 80. Voilà. Donc, énoncé, 30% des PME d'une région exportent. On choisit au hasard 80 PME de la région. Et la probabilité, la question, pardon, c'est quelle est la probabilité que plus de 30 entreprises exportent dans notre échantillon. Bon, alors, d'abord, on n'a pas de loi, donc il va falloir en construire une. Donc nous analysons un petit peu l'énoncé en disant, ben voilà, à chaque fois qu'on choisit une entreprise, on tombe sur une entreprise qui exporte ou pas. Et là, je donne la probabilité de succès et la probabilité d'échec. J'ai 30% de chances de tomber sur une entreprise qui exporte et 70% de chances de tomber sur une entreprise qui n'exporte pas. Et là, on a quand même un petit souci par rapport à ces probabilités. Est-ce qu'elles varient au fil des tirages, parce qu'on doit quand même choisir 80 entreprises, ou est-ce qu'on peut les considérer comme invariables? Effectivement, lorsque vous choisissez 80 entreprises dans une population, vous faites un tirage sans remise. Vous n'allez pas choisir 2 fois la même entreprise. Et donc, on va se diriger immanquablement vers une loi hypergéométrique. Or, on a vu dans le schéma précédent que la loi hypergéométrique est vraiment en bout de chaîne, c'est vraiment le démarrage, et que si petit n et grand N commencent à être importants, les nombres de combinaisons qui sont présentes dans les formules de la loi hypergéométrique vont être incalculables, même par un bon ordinateur. Et donc on est dans une situation où on va typiquement, et très concrètement, hein, dans le monde réel, entre guillemets, devoir faire une transition de la loi hypergéométrique vers une autre loi. Et la transition possible est vers une loi binomiale. Alors pourquoi est-ce qu'on peut considérer les probabilités de succès et d'échec comme à peu près constantes? Eh bien c'est parce qu'on va faire l'hypothèse que 80 entreprises à choisir, c'est très peu par rapport au nombre total d'entreprises disponibles. Et le critère sur le schéma des transitions entre lois était grand N supérieur à 20 petit n. Petit n vaut 80 ici. Grand N d'ailleurs est inconnu, je ne connais pas le nombre total d'entreprises dans la région, mais je vais supposer qu'il est au moins égal à 20 fois 80, c'est-à-dire 1600. Alors,
on n'aura pas beaucoup de mal à supposer que dans une région en France, le nombre de PME dépasse 1600. C'est une hypothèse qui est raisonnable. Donc, la probabilité est invariable d'une entreprise à une autre, car on considère la population, donc le nombre total d'entreprises, très important devant 80. Grand X, qu'on n'avait pas dans l'énoncé, est le nombre d'entreprises qui exportent une fois qu'on a choisi 80 entreprises au hasard. Grand X est une grandeur comprise entre 0 et 80, qui est évidemment aléatoire, hein, c'est pour ça que ça s'appelle une variable aléatoire. En tout cas, grand X compte des succès ici. Et c'est ce qui nous importe. On a tout ce qu'il faut pour construire une loi binomiale. La loi de grand X est B80 0,3. Et je pourrais faire mon exercice avec cette loi. Sauf que, évidemment, on va s'intéresser à la transition vers une loi normale. Donc, on va se poser des questions. Est-ce qu'on peut utiliser une loi normale qui rend compte assez efficacement des probabilités qui seraient calculables avec cette loi binomiale? Et si oui, quelle loi normale? Avec quels paramètres? Alors je rappelle les 3 critères que l'on doit respecter pour avoir le droit d'utiliser une loi normale à la place d'une loi binomiale. C'est d'abord petit n supérieur à 30, ici n égale 80. Très bien. Il faut que n fois p soit supérieur à 5, mais n fois p vaut 80 fois 0,3, 3 fois 8, 24. Donc très bien, c'est supérieur à 5. Et que n fois q aussi soit supérieur à 5. Mais q vaut 0,7. 80 fois 0,7, 8 fois 7, 56. Donc on dépasse 5 largement. Donc on n'a pas de souci, on a le droit d'utiliser une loi normale. Laquelle? Eh bien celle dont la moyenne vaut n fois p, donc on retrouve 24, et dont l'écart type vaut racine carrée de npq. Alors là, il faut faire un calcul. npq vaut 80 fois 0,3 fois 0,7. 80 fois 0,3, 24 fois 0,7, 16,8. Et donc l'écart type vaut racine carrée de 16,8. On ne va pas être loin de 4,1. On va arrondir ça à 4,1. Donc effectivement, les résultats du cours, hein, tout bêtement, nous disent, en fait, si vous utilisez cette loi normale pour calculer des probabilités, vous serez à peu près bon par rapport à cette loi binomiale, qui elle-même était à peu près bonne par rapport à la loi de départ, qui de toute façon était hyper géométrique. Donc vous voyez, on peut bondir d'une loi à l'autre comme ça. En respectant des critères d'approximation, on sait qu'on reste à peu près bon quant au futur calcul de probabilité. Très bien. Et donc maintenant, on nous demande quelle est la probabilité que plus de 30 entreprises exportent dans notre échantillon de 80 entreprises. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de 30 entreprises exportent. La moyenne attendue étant 24. Hein, donc plus de 30 entreprises, c'est déjà bien supérieur à la moyenne. Mais ça n'est pas un événement impossible non plus. Là, il faut faire très attention. On est en train d'utiliser une loi normale pour parler d'une variable discrète. Qu'est-ce que ça veut dire plus de 30 entreprises? Ça veut dire au moins 31. Ça ne veut pas dire 30,01. Donc ça veut dire que pour notre loi normale, le schéma qu'on a ici sous les yeux doit être découpé en bandes verticales qui englobent et encadrent chaque entier possible. Par exemple, la probabilité d'être égal à 24, c'est quelque chose qui existe et qui, pour la loi normale, est la probabilité d'être compris entre 23,5 et 24,5. Plus de 30 entreprises, ça veut dire P de x supérieur à 30,5 pour notre loi normale. Et je vous engage à faire un petit schéma pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que vous allez demander donc à votre entreprise? Normal FREP pour une TI, 30,5 jusqu'à 1000, un nombre très grand, avec les paramètres 24 et 4,1. Et vous allez trouver une probabilité d'environ 5,6%. Sur une Casio, norme CDE avec le même intervalle, évidemment. Quelle est maintenant la probabilité que exactement 30 entreprises exportent? Sur une TI, vous pouvez demander normal FREP 29,5, 30,5. D'accord? Donc si vous visez un nombre précis qui a du sens en loi binomiale, mais qui n'en a pas en loi normale,
vous pouvez traduire ça en un intervalle en loi normale. Et cette situation un peu spéciale est la seule pour laquelle vous pouvez aussi utiliser la fonction normale PDF sur TI qui renvoie à une probabilité d'être égale, sachant que votre loi normale va venir d'une loi discrète. Et ça, votre calculatrice le sait très bien quand vous choisissez l'option normale PDF. Donc cette fois-ci, et pour une fois, vous ne donnez qu'un nombre, celui qui vous intéresse, et ensuite les paramètres de la loi. Hein. Donc vous remarquerez que vous ne donnez pas un intervalle, mais juste le nombre en question. La calculatrice va vous renvoyer le même résultat. Alors attention, dans certains calculs autres, hein, si vous changez les paramètres, les deux résultats peuvent être très légèrement différents, en général à la 4e ou 5e décimale. Ça vient du fait que l'algorithme de la calculette ne va pas faire exactement les mêmes calculs avec cette demande et avec cette demande-là. Et ça dépend en particulier, sur un intervalle donné dans le schéma, de la prise en compte ou non de la courbure de la courbe dans cette petite zone. Dans un cas, elle prend en compte la courbure, dans l'autre cas, elle ne la prend pas en compte. Et donc, la surface qu'elle va calculer ne sera pas exactement la même, mais enfin, ça se joue à très peu de choses près. Bref, en exercice, vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre à votre convenance. Sur une Casio, vous allez pouvoir utiliser normal CD avec l'intervalle ou normal PD avec la valeur 30. Voilà donc évidemment des points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Votre énoncé vous conduit à une loi discrète. Les valeurs de votre variable sont forcément des entiers, par exemple ici. Tenez-en compte une fois que vous êtes passé à une loi normale, en mettant des demi-entiers et bien choisis dans les questions qu'on vous pose. Alors, pour finir, un cas de transition de loi de Poisson vers la loi normale, et comme ça on aura fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait voir ici. La loi de X est P de 25. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit une loi de Poisson. Donc les valeurs de X sont discrètes, les possibilités pour X sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. etc. La moyenne de la loi est 25, c'est notre espérance, c'est là où on va trouver la proba la plus forte. Et notre variance vaut 25 aussi, donc notre écart type est égal à 5. Question, quelle est la probabilité que X dépasse 28? Et surtout, je ne l'ai pas écrit ici, mais l'objectif c'est évidemment utiliser une loi normale pour calculer ça. Très bien, alors, d'abord on pourrait très bien calculer avec la loi de Poisson 1 moins P de X inférieur ou égal à 28, avec Poisson F rep sur TI ou Poisson PD sur Casio, Poisson CD sur Casio, qui sont programmés pour donner des probas d'être inférieurs ou égal à, hein, Poisson F rep et Poisson CD. Vous en sortez et vous arrivez à finir le calcul et à montrer que c'est 0,2366. Si maintenant je veux utiliser une loi normale, je dois d'abord m'inquiéter de savoir si le critère de passage est respecté. Il faut en fait que lambda soit supérieur à 20. Ici, il vaut 25, donc tout va bien. Effectivement, j'ai le droit d'utiliser une loi normale, laquelle, celle dont la moyenne sera 25 et dont l'écart type sera 5. Sauf qu'en loi normale, dépasser 28, ça veut dire dépasser la bande qui allait de 27,5 à 28,5. Donc, dépasser 28,5. Donc, vous allez demander à votre calculette la probabilité d'être supérieure à 28,5. Par exemple, en TI, avec normal FREP de 28,5 jusqu'à 1000 avec les paramètres 25 et 5. Et là, votre calculette va vous dire 0,242. Ce qui, on en conviendra, n'est pas très éloigné de la probabilité en loi de Poisson 0,2366. Bien sûr, vous aurez toujours un décalage. Et d'ailleurs, ce décalage est quand même assez visible, assez marqué, parce que le critère lambda supérieur à 20 est à peine dépassé. Voilà, vous êtes proche de la limite, donc la loi normale est bonne, mais pas plus que ça, pour modéliser la loi de Poisson. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous aurez évidemment prochainement une vidéo
d'exercices sur le sujet, comme dans toutes les vidéos précédentes. Merci encore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. La vidéo et la chaîne surtout n'est pas monétisée, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre travail et puis d'avoir un petit peu de contact, de relation dans les commentaires pour qu'on puisse argumenter sur tel ou tel sujet, développer un certain point, expliquer certaines choses. Merci à vous, à bientôt.